sciences de la vie et de la terre, Dr Massamba. Nous allons recevoir tout à l'heure, après le cours d'anglais, un autre cours de SVT. Cette fois-ci, encore présenté par un nouveau professeur qui arrive aujourd'hui fraîchement dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias. Comme quoi, la salle est très très ouverte, elle est très très open pour parler comme les Américains, comme les Anglais. Vous êtes les bienvenus, Dr Massamba, et M. Mboup sera avec nous tout à l'heure pour nous parler de la génétique ou bien la science de l'hérédité. C'est bien ça. Mais exactement, remercier surtout mon homonyme Massamba Seck que je découvre. Et remercier aussi mon frère que je découvre. Donc Massamba, merci beaucoup parce que je pense que cette passion que vous avez pour l'anglais est une passion que vous allez transmettre dans les classes, que vous transmettez aujourd'hui ici à la salle des profs. Et c'est très important pour nous d'avoir cette variété. Donc chers collègues, venez. Je voudrais remercier quand même les chefs d'établissement, les proviseurs, les coordonnateurs dans les CRFP, la direction de la formation et de la communication, en particulier notre frère Mohamed Diagne, pour tout le soutien qu'il nous apporte du fond du cœur, qui nous recommande des collègues, et remercier aussi tous ces collègues-là pour leur patience. Merci, merci, merci encore. Un Sekken intelligent, ça montre qu'il y a une exception à la règle qui dit que les Sekken ne sont pas intelligents. Je pense qu'ils le sont tous, hein. Docteur inspecteur Damsek en est une belle illustration. C'est vrai que c'est l'exception qui fait la règle. Ouais, je pense qu'on a bien choisi quand même. Les Sekken sont intelligents. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons accueillir M. Mboup, professeur de SVT. M. Mboup, soyez le bienvenu. Nous vous accueillons pour la première fois avec un réel plaisir dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias. À vous le tableau, à vous le micro. Les élèves sont avec vous. Merci Astou, merci Dr Samba. Nous allons commencer par les gestes barrières. C'est-à-dire utiliser le gel hydroalcoolique pour bien, n'est-ce pas, se protéger contre ce virus. Et merci, chers apprenants. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu de la génétique. D'abord, nous allons commencer par rappeler qu'est-ce que l'hérédité. L'hérédité, c'est la transmission des caractères chez les êtres vivants des ascendants aux descendants. Et la génétique, c'est la science qui étudie l'hérédité. Maintenant, si nous voulons parler de l'hérédité, il y a deux personnes très importantes qui ont contribué au développement de l'hérédité génétique, je veux dire par là Gregor Mendel, ce religieux, puis Morgan Thomas Hunt, l'américain, et ses collaborateurs également, qui ont également beaucoup développé la génétique. Mendel est connu à travers ses fameuses lois et statistiques de la transmission des caractères héréditaires, tandis que Morgan a observé les résultats de Mendel et a développé ce qu'on appelle la théorie chromosomique. Il a non seulement vérifié Mendel, et même aussi a fait mieux que Mendel, car il y a des autres aspects, n'est-ce pas, que Mendel n'avait pas expliqué, que Morgan a expliqué grâce à l'utilisation d'un animal de choix, la drosophile ou mouche de vinaigre. Donc, la génétique également demande des méthodes et principes. Parmi ces méthodes-là, il y a l'utilisation, l'étude d'un certain nombre réduit de caractères. Parce que l'échec des prédécesseurs de Mendel était lié au fait qu'il étudiait à la fois plusieurs caractères. Et docteur, l'adage dit qu'on ne peut pas attraper plusieurs lièvres à la fois. Et l'intelligence de Mendel est faite qu'il a commencé par un seul caractère, la forme, ensuite il a étudié la couleur, ainsi de suite, avant d'augmenter le nombre de caractères. Et sur ce, nous allons commencer par un seul caractère. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le monohybridisme. Qu'est-ce que le monohybridisme? C'est l'étude d'un seul caractère. Et ce caractère est quoi? Est porté par est gouverné, n'est-ce pas, par un gène. Et le gène, c'est quoi? Oui, on l'avait vu en classe de première. Qu'est-ce qu'un gène? Ibrahim Khalil. Oui, le gène, c'est quoi? Très bien. Le gène est un fragment d'ADN. Un fragment d'ADN porté par un chromosome. Mais en première également, on a vu les chromosomes. Quels sont les types de chromosomes que vous connaissez? Il y a deux types de chromosomes. Il y a les chromosomes quoi? Très bien. Oui. Dramé, quel type de chromosomes? Les chromosomes non sexuels, appelés comment? Autosomes. Et les chromosomes sexuels, appelés hétérochromosomes ou gonosomes. Maintenant, ce gène-là
qui présente 2 allèles ou formes différentes peut être porté par un autosome, et dans ce cas, on dit que l'hérédité est autosomale. Maintenant, si le gène est porté par un chromosome sexuel, on dit que l'hérédité est gonosomale ou liée au sexe. Maintenant, aujourd'hui, pour commencer, on va étudier ce qu'on appelle une hérédité autosomale. On va faire le monohybridisme autosomal. Et pour faire le monohybridisme autosomal, on va utiliser une activité, l'activité 1. Et voilà l'activité 1. Donc, on considère 2 variétés pures de poids qui diffèrent par un seul caractère. L'une a des graines lisses et l'autre est à graines ridées. On croise ces 2 variétés, n'est-ce pas, en fécondant les fleurs d'une des variétés avec le pollen de l'autre. Par convention, en génétique, ces 2 variétés sont dites parentales et sont notées comment P1 et P2. Les résultats sont uniformes, quel que soit le sens du croisement. Ça veut dire, si on prend le pollen de la fleur de la variété lisse, on le croise avec la fleur femelle de la variété ridée, ou le pollen de la variété ridée fois le fleur de la femelle de la variété lisse. Toutes les 253 graines obtenues sont lisses, et ces premières graines obtenues, on les appelle la première génération filiale F1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On prend les plantes issues de la F1 et on les laisse s'auto-féconder. Et ça donne une deuxième génération appelée la F2. Maintenant, sur cette F2, on décompte 7324 graines. Et parmi ces 7324 graines, on a 5464 lisses et 1850 ridées. Et qu'est-ce qu'on demande comme consigne? Faites une interprétation factorielle de ces résultats. Ensuite, faites une interprétation plutôt chromosomique de ces résultats. Maintenant, on va passer à l'interprétation factorielle de ces résultats. Et pour faire l'interprétation factorielle, on va commencer par regarder le nombre de caractères étudiés. Donc, on va dire ici, un seul caractère est étudié. Ici, un seul caractère est étudié. Deux points, chez la forme, c'est la forme de la graine. De la graine. Et comme c'est un seul caractère, si c'est un seul caractère, on dit qu'il s'agit d'un monohybridisme. Il s'agit d'un monohybridisme. Maintenant, le monohybridisme, donc c'est quoi? C'est l'étude d'un seul caractère. Maintenant, après avoir regardé le phénotype des parents et de la descendance, on peut savoir le nombre de caractères étudiés. Le nombre de caractères étudiés est un seul, il s'agit d'un monohybridisme. Maintenant, on passe à la F1. Si nous regardons la F1, la première génération, la F1 est homogène. Ça veut dire quoi? On dit aussi uniforme. Et constituée de graines lisses. Et ceci, quel que soit le sens du croisement. Donc la F1 est homogène et constituée de 100% de graines lisses. Donc les 253 graines, c'est ça qu'on appelle les 100%. Toutes les graines sont lisses. Donc si la F1 est homogène, et quel que soit le sens du croisement, on peut retenir deux choses ici. Le fait que F1 soit homogène et les graines étant lisses, donc ça rappelle l'un des parents, ça veut dire quoi? Que l'allèle responsable de la forme lisse de la graine qu'on va noter
de la forme lisse, de la forme lisse de la graine, qu'on va noter grand L, est dominant ou bien domine l'allèle responsable de la forme ridée, qu'on va appeler petit r. Qu'on va appeler petit r. Donc en génétique, si on vient à la F1, si un caractère s'efface, le seul caractère qui apparaît est appelé le caractère dominant, et le caractère qui s'efface est appelé le caractère récessif. Maintenant, le croisement qui reste uniforme, quel que soit le sens du croisement, c'est-à-dire ici, on a réalisé ce qu'on appelle un croisement et son inverse. Mais quel que soit le sens du croisement, la descendance ne change pas, elle reste uniforme. Et dans ce cas, on dit que le gène étudié est porté par un autosome. Donc ici, nous avons le cas d'un monohybridisme avec dominance et le gène est autosomal. Voilà ce qu'on retient. Et sur ce, on peut maintenant passer à l'analyse statistique des résultats de la F2. Donc, on va passer à l'analyse statistique, statistique de la F2. Et si nous regardons, on a 5474 de phénotypes lisses et on a aussi 1850 de phénotypes ridés. Et heureusement, on a le total ici, c'est 7324. Maintenant, si on dit analyse statistique, parce que les résultats sont numériques, n'est-ce pas? Il faut les traduire en résultats statistiques. Et dans ce cas, les résultats statistiques apparaissent sous forme de fractions ou de pourcentage. On va commencer par les pourcentages. Et dans ce cas, il faut prendre, pour ici, on prend 5474 fois 100 divisé par 7324. Et ça donne environ 74,7%, environ 75%. Et on sait que 75%, c'est 3 quarts. Et là, si on prend, c'est 1850 fois 100 divisé par 7324. Et dans ce cas, on trouve 25,3. C'est environ 25%. Et c'est un quart. Et il y a une autre façon de calculer les fractions. Si nous prenons le plus petit chiffre là comme étant l'unité, on peut le diviser par lui-même. Et si on le divise par lui-même, ça donne 1 ici. 1850 divisé par 1850, ça donne 1. Si nous prenons également 5474 divisé par 1800, ça donne environ 2,9. Sensiblement égal à 3. Donc on met ici 3. Maintenant 3 plus 1 égale 4. Ce qui veut dire que là, ça donne encore ici 3 quarts et là 1 quart. Donc voilà un peu. Et ce sont ces résultats-là statistiques qu'on va essayer de retrouver comment? De façon théorique. Et on va essayer de le retrouver rapidement. Et pour le retrouver, on commence par mettre les parents ici. Parents. Là, on vient le phénotype des parents. Le phénotype des parents. Les phénotypes des parents. Il y a P1 ici. Là, je mets lisse. Fois P2. Je mets ridé. N'est-ce pas? Comme on doit faire l'interprétation factorielle, si on vient au génotype, on va l'écrire sous forme de fraction. Donc les parents étant de race pure, ça sera L sur L fois R sur R. Maintenant, on va chercher les gamètes des parents. Gamètes, voilà l'insigne des gamètes.
Et là, la race pure, par définition, produit un seul type de gamète. C'est pourquoi je mets ici 100% de L fois ici 100% de R. Ce qui veut dire que maintenant, à la première génération filiale F1, il y aura la rencontre des gamètes à la fécondation. J'aurai L ici, et là sur R, et ce qui va me donner 100% de L. Donc si vous regardez ici, on a les deux allèles, mais si nous regardons bien, on voit que le phénotype est déterminé par un seul allèle. C'est ça qu'on appelle la dominance. Maintenant, on va passer à la F2. On va essayer de le faire ici rapidement. F2, 2 points, c'est F1 fois F1. Et là, ici, on met les génotypes. Et là, ça sera L sur L, L sur L plutôt, fois L sur R. Et là, je passe aux gamètes. Maintenant, ici, au moment de la formation des gamètes, il y a disjonction des allèles, ce qui veut dire que chaque parent hybride va donner ici 2 allèles. Et je mets un demi de L ici, point virgule, un demi de R fois un demi de L, point virgule, un demi de R. N'est-ce pas? Et ces gamètes-là vont se rencontrer dans un tableau. On va faire un tableau qu'on appelle échiquier de croisement qui va me donner les résultats. Je passe rapidement à ce tableau. Les gamètes, je le place dans le tableau. Donc, j'ai fait un tableau à double entrée. Et, chers élèves, je vous rappelle qu'il y a une convention. On doit toujours mettre les gamètes du mâle ici. Gamètes mâle, voilà, un signe mâle. Et là, les gamètes femelles. Et ici, les gamètes également, on préfère qu'on les mette toujours avec leur fréquence. Là, je mets un demi ici de L, un demi de R, un demi de L, un demi de R. Et maintenant, ici, on aura un tableau, n'est-ce pas? Et dans ce tableau à double entrée, chaque cage est un œuf. Et chaque œuf est le produit des gamètes et le produit de leur probabilité. Si nous prenons ce gamète-là, L, il va rencontrer ici ce gamète L. Là, on aura ça, L sur L. Et là, leur produit des probabilités, c'est 1/4. Et là, on met L. Et si on continue ici, ça sera L sur R. C'est plus commode, on a l'habitude de faire ça, n'est-ce pas? Mais, Dr Massamba, j'ai l'habitude de dire à mes élèves que même si le L, il était en bas, comme on a l'habitude de le dire, c'est le fait que le L soit en bas ne n'empêche jamais sa dominance. Autrement dit, c'est pas que Koudan me fêter, n'est-ce pas? Ok. Et là, ici, on a donc L, et là, c'est 1/4 aussi. Et là, ici, on aura L sur R, et là, on aura aussi 1/4 de L. Et là, on a R sur R maintenant, ce qui fait qu'on aura 1/4 de R. Et là, si on fait le décompte ici, phénotypique, décompte phénotypique, on aura ici, là on a 1/4 de L, là on a 1/4 de L, là on a encore 1/4 de L. Et si on fait la somme, ça nous donne 3/4 de L. Et là également, ce qui reste, c'est plus maintenant 1/4 de R. Donc, ce qui veut dire qu'on a retrouvé, n'est-ce pas, les résultats statistiques, comment de façon théorique. Et en génétique, pour interpréter, il faut retrouver de façon théorique les résultats. N'est-ce pas? Maintenant, ici, le tableau-là nous montre quoi? Les phénotypes. Nous montre également les génotypes. Parce qu'on a 3 combinaisons. Hein. On a L sur L, on a L sur R, on a R sur R. Ces 3 combinaisons-là forment ce qu'on appelle les génotypes. Donc, il est bien donc de définir ce qu'on appelle le génotype. Le génotype, c'est l'ensemble des allèles d'un individu. N'est-ce pas? C'est l'ensemble des allèles d'un individu. Maintenant, si un individu comme L sur L et L est plutôt
R sur R, les deux là ont deux allèles semblables. On dit qu'ils sont comment? Homozygotes. Maintenant, l'autre, il est comment? L sur R. Ces deux allèles sont dissemblables. On dit qu'il est comment? Il est hétérozygote. N'est-ce pas? Et si on regarde bien, donc, qu'est-ce que le phénotype maintenant? Le phénotype, c'est l'apparence extérieure d'un individu. Si nous regardons ici, le L sur L et le L sur R, ils ont le même phénotype, mais n'ont pas le même génotype. Donc, il y a nécessité très rapidement de savoir comment identifier une race pure et une hybride. Parce que tous les deux, ils ont le même phénotype, mais ils n'ont pas le même génotype. Et ce croisement-là, c'est ça qu'on appelle un test cross. Et prochainement, on aura l'occasion de venir au test cross et de développer. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation sur la science de l'hérédité. C'est bien ça? Oui, encore l'heure, c'est l'éternel problème dans la salle des profs. Mais c'est juste une façon pour nous d'ouvrir le chemin, la route. Maintenant, à l'élève de suivre après. Je pense qu'ils ont encore toute la journée pour aller cogiter, découvrir, réfléchir et faire des recherches. C'est encore possible, je pense. Oui, mais la salle des profs, c'est 15 minutes. Nous avons tous à la salle des profs, nous avons 15 minutes pour échanger avec les collègues. Et maintenant, ce n'est pas le lieu où on fait le cours, c'est un lieu où on s'explique des choses comme il est en train de le faire, et il aura 3-4 séquences où il reviendra sur chaque élément pour le faire. Donc ceci, c'était sa première introduction pour les élèves, mais il reviendra pour ensuite expliquer chaque mot, chaque concept, et surtout revenir sur les méthodes statistiques et différencier des méthodes théoriques. Les élèves nous avaient demandé d'avoir du SVT en terminale. Je pense que c'est une très très bonne entrée. Mais je rappelle bien que la salle des profs, c'est 15 minutes. C'est le temps de la récréation, le temps de la petite pause où on s'échange nos idées et nos savoirs. Merci beaucoup, M. Mboup. C'est un plaisir de partager avec vous. Merci pour cette belle présentation. Je vais en profiter moi aussi pour finir mon confinement, le confinement dans la salle des profs, juste le temps du cours. En tout cas, c'était un réel plaisir de partager avec les différents enseignants. Dr Massamba, qui était avec nous aujourd'hui dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Nous avons eu M. Gueye pour les élèves de CM2 avec l'addition et la soustraction des nombres complexes. Nous avons aussi monsieur, je me replie, monsieur Sec, je ne l'ai pas oublié, monsieur Massamba Sec, avec les auxiliaires modo en anglais pour les élèves qui sont au collège, et on a fini en beauté autour de la science de la vie et de la terre, SVT, autour de la science de l'hérédité, la génétique, et c'était une belle dégustation pour nous, une belle découverte aussi. Mais oui, c'est une très très belle découverte. Moi, je tiens à les remercier et à leur dire qu'ils ne vont pas partir. Je ne vais plus les lâcher. C'est fini, parce que quand même, ils sont des modèles d'enseignants qui ont montré toute la passion et toute la technicité, mais surtout, ce que je dis, un bon enseignant, c'est quelqu'un qui a un contenu en lui. Quand un enseignant n'a pas de culture générale, quand il ne maîtrise pas les éléments de son savoir, il ne peut pas dispenser. On ne peut dispenser que ce qu'on a. Les Wolofs, ils disent butéel bu ne la ca nekkoon moom lay xeeñ. Et je pense que Mboup l'a montré, Seck l'a montré, Gueye l'a montré. Les enseignants du Sénégal, ce sont des patriotes. Ce sont des gens engagés, ils sont de qualité. Ceci est une belle réponse à ceux qui pensent que les enseignants du Sénégal ne sont pas engagés. Ils sont très engagés. Et je redis mon merci au ministre de l'enseignement chargé de l'enseignement professionnel et technique pour son soutien de tous les jours, pour son soutien de toute son équipe. Et je dis aussi aux collègues, voilà, vous êtes encore là pour plusieurs semaines. Vous ne sortirez pas de cette salle des profs facilement. Restez avec nous, c'est toujours